Alors, Monsieur Henri VIII est-il présent? Maître Laglace. Non, il n'est pas présent. À quoi vous parle, Maître Laglace? Est-ce que Monsieur Henri VIII est présent dans une salle ou pas? Non, d'accord. Bien. Alors, vu la procédure d'instruction, le code de procédure pénale et le code pénal. Alors, attendez qu'il ressorte de la procédure d'instruction, présomption des faits suivants. Le 18 décembre 2020, Madame Anne Boleyn est se compagne de Monsieur Henri VIII, divorcée depuis 2 mois et retrouvée décapitée à son domicile. Quelques jours plus tôt, 2 hommes, Monsieur Jean Grosse-Bourse et Monsieur Maximilien Fais-moi-mal, ont été retrouvés à leur domicile également décapités. Il ressort de la procédure que Monsieur Grosse-Bourse et Monsieur Fais-moi-mal ont entretenu une relation charnelle avec Madame Boleyn. Le 1er janvier 2021, Madame Catherine Howard, compagne de Monsieur Henri VIII, fut retrouvée décapitée à son domicile. Quelques jours plus tôt, 3 hommes, Monsieur Henri Bouffe-Matouffe, Monsieur Luc Moncu et Monsieur Gilles Pénètre, furent décapités dans une salle de sport de la société Basic Fit. Il ressort de la procédure que Monsieur Bouffe-Matouffe, Monsieur Moncu et Monsieur Pénètre ont entretenu une relation charnelle avec Madame Howard. La procédure a démontré qu'un lien majeur entre ces décès fut Monsieur Henri VIII, qui a été le compagnon de toutes ces femmes décédées et de leurs amants. De plus, les différents témoignages indiquent que Monsieur Henri VIII était un monstre égoïste et brutal. Néanmoins, ces mêmes témoignages précisent que Monsieur Henri VIII a changé de comportement en 2019, qui fut pour lui une année difficile. En effet, il a été blessé à la cuisse lors d'un tournoi d'escrime. De ce fait, il n'a pu ni monter à cheval par sa passion, ni même pratiquer une activité physique. Il a également indiqué que Madame Anne Boleyn le trompait avec beaucoup d'hommes. Enfin, il perdit son fils illégitime, Henry Fitzroy, mort de la Covid-19 en mars 2020. Durant ces interrogatoires, Henri VIII reconnaissait avoir eu des rapports sexuels consentis avec Madame Boleyn et Madame Howard. Toutefois, il décrivait ces rapports sexuels comme ennuyants et occasionnels. Monsieur Henri VIII précisa qu'il appréciait les pratiques définies par lui comme particulières. Il décrivait des scènes pouvant être qualifiées de sadomasochisme. « J'aime bien quand les femmes se mettent à genoux, que je puisse les fouetter, et qu'elles aient une corde autour du cou quand je les pénètre. J'adore quand elles me supplient d'arrêter, mais que je continue jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus parler. » Il indiquait que Mme Boleyn et M. Howard ne souhaitaient pas avoir ce type de relations sexuelles et que c'est pour cette raison qu'il multipliait les rendez-vous et les relations d'un soir. Néanmoins, il répéta de très nombreuses reprises qu'il était passionnément amoureux de Mme Boleyn et Mme Howard. Lorsque les séparations sont évoquées, M. Henri VIII préfère garder le silence. Il semble éprouvé, affecté par ces situations. Il indiqua qu'il ne regretterait pas la mort de ces femmes qui l'ont humilié. Il qualifiait Mme Howard de nymphomane. La procédure relève qu'un ami proche de M. Henri VIII, M. Dussabre, était à proximité de l'ensemble des domiciles des victimes dans un temps proche avant leur décès. En effet, son téléphone était géolocalisé dans ces secteurs. Néanmoins, M. Dussabre est décédé de la Covid-19 en avril 2021. Par conséquent, il n'a pu être entendu sur ces faits. M. Henri VIII précisait qu'il avait perdu un grand ami, un frère, qui lui devait beaucoup. Toutefois, il ne sait pas pourquoi il était présent à proximité des domiciles des victimes et indiquait que cela devait être fortuit. La procédure indique que M. Dussabre a eu de longues conversations téléphoniques avec M. Henri VIII dans un temps proche en amont des décès. M. Henri VIII expliquait ces échanges comme ceux entre 2 amis qui pouvaient parler de la pluie et du beau temps. Un réquisitoire instructif a été délivré le 15 mars 2021, avec comme chef évidemment assassinat sur la personne de Mme Boleyn, assassinat sur la personne de Mme Howard, assassinat sur la personne de M. Grosse-Bourse, assassinat sur la personne de M. Fais-moi-mal, assassinat sur la personne de M. Bouffe-Matouffe, assassinat sur la personne de M. Moncu, assassinat sur la personne de M. Pénètre, association de malfaiteurs, présenter un juge d'instruction en vue de sa mise en examen et garder le silence. Il a été mis en examen et placé en détention provisoire, puis relâché à la suite d'une remise en liberté. Monsieur Henri VIII donc, est né le 22 décembre 1969 à Londres, il est de nationalité française et britannique. Son casier judiciaire ne fait état d'aucune condamnation à ce jour. Leur histoire définitive, mais également l'ordonnance de mise en accusation, renvoie donc Monsieur Henri VIII sur les chefs d'accusation devant la cour d'assises de l'Érage pour les chefs d'accusation suivants: assassinat sur la personne de Mme Boleyn, assassinat sur la personne de Mme Howard, assassinat sur la personne de M. Grosse-Bourse, assassinat sur la personne de M. Fais-moi-mal, assassinat sur la personne de M. Bouffe-Matouffe, assassinat sur la personne de M. Moncu, assassinat sur la personne de M. Pénètre et association de malfaiteurs.
Est-ce que les parties considèrent que les articles du Code pénal et du Code de procédure pénale sont tenus pour lus? Madame l'avocat général? Oui. Maître? Oui. Bien. Madame l'avocat général, on vous écoute dans vos réquisitions. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs, l'affaire dont vous êtes saisis aujourd'hui est d'une violence à couper le souffle et d'une violence à en perdre la tête. En l'espace de quelques semaines, 7 personnes sont retrouvées mortes, décapitées. 7 personnes qui gravitent étrangement autour de M. Tudor. D'abord, 2 hommes, M. Grosse-Bourse et M. Fais-moi-mal, dont à l'époque, au moment où on retrouve leur corps, on ignore encore tout. Puis Madame Boleyn, ex-épouse de M. Tudor, dont ils sont divorcés depuis seulement 2 mois. L'enquête permet donc de relever que les 2 premiers n'étaient autres que les amants de Madame Boleyn. Étrange lien premier. Seulement quelques semaines plus tard, 2 semaines plus tard, ce sont 3 hommes cette fois-ci, M. Bouffe-Matouf, M. Moncu et M. Pénètre, qui sont retrouvés décapités dans une salle de sport. Et enfin, ultime victime, Madame Howard, actuelle conjointe de M. Tudor, est retrouvée décapitée à son domicile. Et là encore, aucun suspense, l'enquête et les différents témoins qui ont déposé ont permis de démontrer que les 3 hommes n'étaient autres que les amants de Madame Howard. 7 homicides, 7 assassinats, 7 décapitations. Un seul dénominateur commun, M. Tudor. 7 assassinats. Alors il est regrettable que M. Dusabre soit décédé de la Covid-19, mais son témoignage n'est pas le seul élément qui permet de démontrer la culpabilité de M. Tudor. L'enquête a permis de montrer de nombreux appels, de longues conversations téléphoniques qui ont eu lieu entre M. Dusabre et M. Tudor, et ce, les jours qui ont précédé et suivi les meurtres. En même temps, M. Dusabre était présent, alors étrangement, à proximité des scènes de crime. Des 7 scènes de crime. C'est ce que le GPS a démontré. Donc, à ces mêmes endroits où il était présent, proche des scènes de crime, il communiquait avec M. Tudor. Apparemment pour parler de pluie et de beau temps, bien entendu. Les 2 hommes étaient comme frères, c'est ainsi que M. Tudor l'a déclaré. M. Tudor dit d'ailleurs devoir beaucoup à M. Dusabre, et pour cause. On ne peut nier qu'il lui a rendu un grand service. Il lui a quand même tué ses 2 femmes et tous les amants de ses femmes. Le voilà donc débarrassé de ces nymphomanes qui l'ont humilié, pour reprendre ses propres termes, les propres termes de M. Tudor, qui n'aimait aucun remords au décès de ses femmes. Il ne fait nul doute que M. Tudor a orchestré de manière méticuleuse la mort de ces 2 femmes, qu'il dit avoir aimées pourtant, et des hommes avec qui elles l'ont trahi. Cette décapitation, enfin, l'acte est fort de symbole. La décapitation, c'est détacher, c'est décoller la tête du corps. Et ça révèle toute la cruauté chez son auteur. Retirer la tête d'un corps d'une personne nécessite de regarder la victime dans ses yeux. Lorsqu'on tue quelqu'un, et tel que l'ont rappelé les différents experts psychiatriques qui ont déposé, un vieil instinct, un réflexe presque, nous fait détourner le regard. Car regarder la personne, c'est la voir comme son congénère. Et cela nous retient dans l'acte. Il faut donc un certain sang-froid, une certaine cruauté, une motivation pour arracher la tête du corps de quelqu'un, tout en regardant son visage. Alors concernant la personnalité de M. Tudor, il faut bien saisir quelle personne vous allez juger ce soir. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les assesseurs. Ce soir, vous jugez une personne qui, par sang-froid, a ôté la vie et la tête de ces 7 victimes. Un monstre égoïste et brutal, vous a-t-on témoigné. Un tyran, un manipulateur, un contrôleur, un jaloux maladif. Quelqu'un qui ne supporte pas d'avoir qu'une seule partenaire, mais qui, par ailleurs, ne supporte pas que ses partenaires en aient d'autres. Quelqu'un qui se fiche royalement du consentement de ses épouses et leur impose des actes qu'elles ne souhaitent pas faire. Parce que quand bien même monsieur dirait qu'il s'agissait d'actes consentis, il avoue lui-même
dire qu'il préférait lorsqu'elle refusait ses actes. Il avoue lui-même être excité par les refus de ses partenaires. Une personne qui prend plaisir à torturer ses partenaires, qui prend plaisir à entendre la douleur et leurs supplications d'arrêter. Alors certes, M. Tudor a connu 2 années difficiles, mais qui n'a pas vécu ces 2 dernières années difficilement, n'est-ce pas? Il est vrai qu'il est très dur de perdre un enfant d'une pandémie qui nous a à tous pris des êtres chers. Mais rien ne justifie ces crimes. Rien ne justifie une telle horreur, un tel bain de sang. M. Tudor s'est donc ainsi rendu coupable de 7 assassinats, dont 2 commis sur conjoint ou ex-conjoint. Il a donc orchestré ces meurtres par le biais de M. Dusabre. Et en vertu de l'article 121-7 du Code pénal, qui déclare qu'il énonce et punit comme auteur la personne qui a donné des instructions pour tuer, M. Tudor devra être condamné. Compte tenu de la gravité, de l'extrême barbarie de ces meurtres, de la dangerosité de M. Tudor pour la société, du risque accru qu'il a de récidiver, il est demandé à la Cour une peine de réclusion criminelle à perpétuité avec une peine de sûreté de 22 ans. Merci, Madame l'avocat générale, pour vos réquisitions. Maître, nous vous écoutons pour votre plaidoirie. Merci, Monsieur le Président. Madame, Monsieur les assesseurs, Mesdames, Messieurs les membres du jury, vous pensez connaître l'histoire, mais vous n'en savez que la fin. Pour en atteindre le cœur, il faut la reprendre au début. Alors permettez-moi de reprendre les faits tels qu'ils sont dès le début. Donc Henri VIII est né en 1969 à Londres. Il accède au trône d'Angleterre à l'âge de seulement 17 ans. Il a alors un physique d'athlète. Il mesure 1,94 m, ce qui est très grand pour son jeune âge et pour l'époque, et sa carrure tant que son physique impressionne. C'est quelqu'un de très instruit. Il est polyglotte et parle pas moins de 5 langues. L'anglais, le français, le latin, l'espagnol et un peu d'italien. Il est également passionné de chasse, de lutte, de musique et de poésie. D'escrime. Alors qu'il n'a que 18 ans, il épouse Catherine d'Aragon, qui n'est autre que la veuve de son frère, dont le mariage n'a pas été consumé. De cette union, 5 enfants vont naître, mais seule la petite Marie va survivre. Henri VIII, c'est aussi un charmeur. Il joue de sa carrure, de sa position dans la société pour se montrer régulièrement infidèle à sa femme. Il ne s'en cache pas. Son épouse est au courant. Elle refuse même le divorce. C'est d'ailleurs cette infidélité constante qui va le pousser dans les bras d'Anne Boleyn. Après 23 ans d'union avec Catherine d'Aragon, il va prétexter l'absence d'héritier mâle pour demander l'annulation de son mariage. Une fois Catherine d'Aragon répudiée, Henri VIII s'unit à Anne Boleyn. Toutefois, la vie d'Henri VIII va basculer en 2019. Il est blessé à la cuisse lors d'un tournoi d'escrime. Suite à cette blessure, il ne peut plus monter à cheval, ni même pratiquer aucune activité physique. Le comportement d'Anne Boleyn ne va rien arranger. Voyant son mari s'empoter suite au manque d'activité physique, elle se révèle capricieuse et colérique. N'étant pas non plus adepte des pratiques sexuelles particulières d'Henri VIII, qu'il ne lui a jamais imposées, Anne Boleyn s'est alors mise à flirter avec d'autres hommes et à le tromper avec beaucoup d'entre eux, à la vue et au su de tous. Un malheur n'arrivant jamais seul, Henri VIII perd son fils illégitime, de l'épidémie de Covid-19 qui a frappé l'Angleterre en mars 2020. Henri VIII s'est alors retrouvé endeuillé, privé de toute possibilité de se distraire, puisqu'il ne pouvait plus ni monter à cheval, ni pratiquer aucune activité physique. Sa seule distraction était alors d'assister, impuissant, aux nombreuses infidélités d'Anne Boleyn, qui ne se cachait même plus. En septembre 2020, il divorça d'Anne Boleyn pour les bras de la douce Jeanne Seymour, femme dont il tombe éperdument amoureux, mais qui décédera très rapidement des suites du Covid-19. Il pleura longuement sa mort et demandera même à être enterré à ses côtés au jour de son décès. Nous sommes donc là très loin du monstre égoïste et brutal décrit par le ministère public. Donc à cet instant, nous sommes face à un homme endeuillé, esseulé, qui a essuyé un divorce, la mort d'une épouse, la perte d'un de ses fils. Sa carrure d'athlète a disparu. Il n'a plus le charme qu'il avait auprès des dames.
Il a pris du poids et ses déplacements sont donc limités par sa santé fragile. Il va ensuite tomber sous le charme de la jeune Catherine Howard. Quelques semaines après leurs noces, la jouvencelle commence à se lasser du roi vieillissant, qui a alors 51 ans, et qui pèse à présent près de 140 kilos. D'autant plus qu'elle n'est pas adepte de la brutalité dont son mari fait preuve dans leur intimité. Elle préfère donc, elle aussi, flirter avec d'autres hommes, où douceur et préambule sont de mise. Henri VIII décrit même alors Madame Howard comme une nymphomane. Elle ne veut plus coucher avec lui, mais cherche le plaisir auprès d'autres hommes. Passionnément amoureux de Catherine, Henri VIII vit ses multiples relations comme une humiliation face à laquelle il est impuissant. C'est la raison pour laquelle il songe de plus en plus à un nouveau divorce. Il se tourne alors pour demander conseil et se voir remonter le moral auprès de son ami Monsieur Dusabre, avec qui il passe beaucoup de temps au téléphone. Monsieur Dusabre, c'est un grand ami pour Henri. C'est quelqu'un qu'il considère comme son frère et à qui il doit beaucoup, puisque c'est grâce à lui si Henri n'a pas sombré dans la dépression suite aux nombreux événements l'ayant frappé depuis 2019. Alors pourquoi Henri VIII n'a pas pu assassiner Madame Anne Boleyn et Madame Catherine Howard? Pour comprendre son état physique, tant son état physique que son état mental, il faut pouvoir se le représenter. Au moment des faits, Henri VIII a 51 ans. Il est proche des 180 kilos. Il est endeuillé, esseulé. Il vient d'essuyer 2 divorces, 1 décès, 2 décès. Sa blessure à la cuisse et son obésité l'handicapent tellement qu'il utilise une chaise roulante pour se déplacer. Une machine est même installée pour lui permettre de gravir les escaliers. Donc j'ai du mal à imaginer comment, dans de telles conditions physiques, il aurait pu trancher la tête à ces dames. Quant au chef d'accusation portant sur les assassinats de messieurs Grosse Bourse, Fais-moi mal, Bouffe ma touffe et Pénètre mon cul, là encore, aucun élément probant ne permet d'accuser Henri VIII. Les seuls éléments de la procédure qui le lient sont que ces messieurs ont entretenu une relation charnelle avec mesdames Boleyn et Howard. Ces dames ont eu beaucoup d'autres amants qui sont toujours en vie. Pourquoi ne leur pose-t-on pas la question? D'autant plus, comment imaginer, une fois encore, cet homme vieillissant, se déplaçant en fauteuil roulant, d'une pièce à l'autre de son domicile, puisse se déplacer jusqu'au domicile de messieurs Grosse Bourse et Fais-moi mal pour les décapiter. Pire encore, messieurs Bouffe ma touffe, Pénètre et mon cul ont été décapités dans la salle de sport de la société Basic Fit. Pensez-vous sincèrement qu'un homme, 180 kilos, ait un abonnement chez Basic Fit? S'agissant des témoignages le décrivant comme un monstre égoïste et brutal, de qui émanent ces témoignages? Je vous le demande. De ses anciennes conquêtes, peut-être, de son tableau de chasse féminin. Ces dames étaient toutes consentantes. Alors c'est normal qu'il soit qualifié de monstre, vu sa carrure, 1m94, physique athlétique. D'égoïste, peut-être pensait-il plus à son propre plaisir plutôt qu'au plaisir de ses partenaires. Brutal, certes, c'est le propre des relations sadomasochistes, il me semble. Ces témoignages ne démontrent donc en rien en quoi Henri VIII serait coupable de l'assassinat de ces 7 personnes. S'il est le monstre que vous décrivez, ne pensez-vous pas qu'il aurait un casier judiciaire au moins autant fourni que son tableau de chasse Tinder? Mais il n'en est rien. Le monstre dont vous avez dressé le portrait ne fait état d'aucune condamnation à ce jour. Dès lors, au regard des très faibles preuves et des très maigres suppositions faites dans ce dossier, je vous demanderai, en votre intime conviction, de juger ces faits. Et sachez que si vous condamnez Henri VIII sans accusation, sans preuve, qui démontre qu'il est bel et bien coupable, alors vous aurez jugé et vous n'aurez pas rendu la justice, ni pour Henri VIII, ni pour toutes ces dames qui sont décédées, et sans oublier les amants charnels. Ainsi, pour toutes les raisons précédemment évoquées, je demande à votre juridiction d'acquitter Monsieur Henri VIII. Merci, Maître Laglace. Y a-t-il des questions au niveau de la Cour? Oui, je vous en prie. Alors, question pour la défense. Est-ce que l'état de santé de M. Tudor a été constaté par une expertise qui démontre qu'effectivement il est bien en fauteuil roulant? Non, il n'y a pas d'attestation, il n'y a pas de médecin qui est venu témoigner, mais on peut fournir un certificat médical sans souci. D'autres questions? Une question pour le ministère public par rapport à l'enquête qui a été menée, de simple précision. Est-ce qu'une reconstitution a été organisée, notamment des pratiques que M. Tudor décrit? Est-ce que
ces éléments ont été produits? Malheureusement, M. Tudor n'a pas consenti à une telle reconstitution. Ah, il n'était pas consentant. Ah non, et le consentement, ça va dans un sens pour lui. D'accord. Est-ce qu'il existe des preuves photographiques ou vidéophotographiques que la Cour pourrait occasionnellement visionner afin de... Non, toujours pas. Non, Non, il n'y a rien. Le parquet, le bureau des CD, n'a rien du tout. Monsieur le conseiller, soyez neutre, s'il vous plaît. Poursuivez. Vous avez encore des questions? Oui, tout à fait. Une dernière. Est-ce que M. Tudor utilisait des accessoires particuliers pour cette pratique? Alors, il est écrit dans la procédure des cordes, ce genre de choses, des bâtons pour battre ses partenaires. Parlez-vous de jouets sexuels? Voilà, est-ce que ça a une connotation sexuelle? Parce que vous voyez, si vous mettez un préservatif sur un bâton, ça promet un caractère sexuel. Mais si vous n'avez pas de préservatif sur le bâton, Je vois mal comment on peut mettre un préservatif sur une corde, monsieur l'assesseur. on peut trouver. Peut-être que vous pourriez faire une démonstration en direct, monsieur l'assesseur. Non? Moi? Non? Bon, Monsieur le Président, on ne va pas trop Poursuivez. Voilà, non, j'ai pas d'autres questions. Bien, merci. Une question pour l'avocat général. Madame l'avocat général, vous avez dit que vous pouviez décapiter une personne uniquement en regardant ses yeux. Est-ce qu'on ne peut pas décapiter une personne par l'arrière? Alors, pour avoir moi-même testé... Excusez-moi. Les expertises démontrent que pour procéder à la décapitation, il faut passer par l'avant. Si vous passez par l'arrière, vous aurez les cervicales, les colonnes latérales, les os, c'est vraiment plus facile de décapiter par l'arrière. Il faut regarder la personne. D'accord. Ou bien, éventuellement, de tenir en les mains par l'arrière et de tenir le visage. Moi, j'avais cru que Samuel Paty avait été décapité par l'arrière, mais ça va par l'arrière. par exemple. Non, c'était un exemple, maître. Madame, l'avocat général. Je vous en prie. L'avocat général, une remarque par rapport à ce que vous venez de dire. Les os empêchent de passer pour la décapitation. Donc on doit regarder quelqu'un. Pourtant, le mode d'exécution qui est cours dans ce pays jusqu'à 1981 prévoyait que l'accusé, le condamné à mort, regardait vers le bas. Donc peut-on imaginer qu'avec suffisamment de force, étant donné que M. Tudor pratique l'escrime, qu'il a donc des armes à sa disposition, qu'il est grand, qu'il est corpulent, est-ce qu'on peut imaginer qu'avec suffisamment de force, il aurait pu couper par l'arrière? On pourrait évidemment l'imaginer, c'est quand même difficile de reproduire une force comparable à celle de la gravité quand même. Mais bon, oui, tout à fait, avec une certaine force, mais ça nécessite encore plus de force, encore plus de motivation pour décapiter la personne. Est-ce que selon vous, M. Tudor disposait de cette force? Je pense, oui. Il disposait de la force et de la cruauté. Vous avez encore des questions? Non, pas d'autres questions. D'autres questions? Dernière question pour Maître Laglace. Maître Laglace, la Cour a entendu vos argumentations dans votre plaidoirie. Néanmoins, est-ce que la question du fait que Henri VIII soit commanditaire de ces crimes, il ne les a pas commis de lui-même, a été peu abordée? Qu'est-ce que vous en pensez sur ce point succinctement? Non, je ne pense pas qu'il ait pu commanditer ces crimes. D'ailleurs, le seul témoin potentiel qui aurait pu l'attester est décédé, M. Duslave. Donc, sans aucun élément qui démontre de votre part, enfin de l'accusation, qui démontrerait qu'il aurait pu commanditer ces crimes, non. Bien, je vous remercie, Maître Laglace. Des questions? C'est bon? Bien, Maître Laglace, vous avez la parole en dernier. Souhaitez-vous rajouter quelque chose avant que la Cour délibère? J'ai déjà tout dit, je vous remercie. Bien, les débats sont clos. L'affaire est mise en délibéré, la séance est suspendue. Merci.
L'audience criminelle est reprise. La Cour, après en avoir délibéré, à la question, M. Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de Mme Bolling? La Cour répond oui. À la question, M. Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de Mme Howard? La Cour d'assises répond par la positive oui. À la question, Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de M. Grosbourse? La Cour d'assises a répondu oui. À la question, M. Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de M. Femomal? La Cour d'assises a répondu oui. À la question, M. Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de M. Bouf-Matouf? La Cour d'assises a répondu oui. À la question, Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de M. Moncu? La Cour d'assises a répondu oui. À la question, M. Henri VIII est-il coupable d'assassinat sur la personne de M. Pénètre? La Cour d'assises a répondu oui. À la question, M. Henri VIII est-il coupable d'association de malfaiteurs? La Cour d'assises a répondu oui. Par conséquent, la Cour d'assises décide de rentrer en voie de condamnation. Condamne M. Henri VIII à une peine de 30 ans de réclusion criminelle. Dit que cette peine sera assortie de 2/3 de sûreté par motivation spéciale de la Cour. Dit que rappelle que l'ordonnance de la Cour d'assises vaut mandat de dépôt. L'affaire, l'audience est suspendue. Vous avez 10 jours pour faire appel, évidemment, l'audience est suspendue. Bien, donc on vous remercie toutes et tous de votre présence ce soir en nombre, autant que pour la première partie. Il y aura évidemment une troisième session, c'est bien ça. Peut-être par contre à un format un peu plus important, puisque l'idée serait, je ne trahis pas, c'est ça. L'idée serait donc de réaliser une audience unique de cour d'assises avec l'intégralité des personnes présentes, donc ça veut dire avocats, cours, jurés, témoins, experts, etc., en fonction du nombre de personnes qui se porteraient volontaires pour jouer ces divers rôles. Voilà, donc ça sera au mois de juin. Au mois de juin, on verra au niveau des dates. Mais en tout cas, vous êtes toutes et tous, bien sûr, élèves avocats de l'ERAGE, étudiantes et étudiants de sciences politiques, étudiants et étudiantes de la faculté de droit et de sciences politiques de Strasbourg, conviés évidemment à cette manifestation et à participer en grand nombre. On vous remercie en tout cas et on souhaite une très belle soirée.